parti avec les Trip Reports rétrospectifs, une visite de PortAventura en 2010. C'était pour moi la première visite, donc forcément c'était un moment épique. Si par contre vous regardez cette vidéo avec des enfants, il y a des photos qui peuvent impressionner les plus jeunes, on y était pendant Halloween, donc je préfère prévenir. Voilà, c'est dit. C'est un parc avec une histoire qui est finalement très récente, mais quand même vraiment intéressante parce qu'il s'est posé là en tant que principal concurrent de Disneyland Paris, du projet Euro Disney, et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au début des années 80, Disney a commencé à s'intéresser au marché européen, et en 85, il y avait 4 sites qui avaient été sélectionnés. 2 sites espagnols, 2 sites français. En fait, les Espagnols étaient quasiment certains de pouvoir récupérer le projet Euro Disney, les négociations avec le groupe américain étaient excellentes, la situation géographique, en tout cas pour le site de Salou, était aussi très bonne, c'est directement desservi par la 7, il y a de bonnes conditions climatiques, c'est proche de la mer Méditerranée, bref, tous les arguments étaient là pour que ça se fasse. Et finalement, la suite, on la connaît, hein, les Français ont encore mieux négocié que les Espagnols, et donc le projet Euro Disney s'est implanté à Marne-la-Vallée. Les Espagnols sont restés très frustrés vis-à-vis de cette désillusion, et ils se sont donc dit, bah nous aussi, on veut notre parc d'attractions, et ça va se faire en Catalogne. Ils sont donc allés démarcher un autre groupe américain qui s'appelle Anheuser-Busch et sa filiale Busch Entertainment qui détiennent les SeaWorld et les Busch Gardens. Ce groupe américain s'est montré très intéressé par le projet, ils se sont dit que si Disney avait voulu investir sur ce site et avait hésité avec celui-là, c'est que ça avait de la valeur, et les Espagnols à côté ont réussi aussi à convaincre la banque La Caixa, une banque espagnole avec une grande importance, d'aider Anheuser-Busch à investir dans le projet. Le parc a finalement pu ouvrir en 1995 et je vous passe tout l'historique qui a suivi, hein. C'est une histoire qui est très intéressante, donc si ça vous botte, je vous invite à aller checker ça. Je vous passe tout l'historique avec le groupe Tussauds qui détenait les musées Tussauds et Alton Towers en Angleterre, également Universal qui est venu s'essayer à PortAventura en Europe et qui possédait le parc pendant un moment. Et le contexte de cette visite, même si ça transparaît pas dans le trip report qui va suivre, était assez particulier parce qu'on était en plein dans la crise économique et l'Espagne en a profondément souffert. Et malgré cette époque transitoire, ça n'a pas empêché le parc d'être un parc éminemment intéressant, comme vous allez pouvoir le découvrir avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. 3 jours à PortAventura, fallait au moins ça pour découvrir le parc avec la folle affluence qu'il y avait, Halloween oblige. Et quand je vous dis qu'il y avait du monde, c'était genre 1h30 à 2h de queue en moyenne sur les attractions. Mais sachant que nous logions dans un hôtel du parc, nous avions accès une fois à plusieurs grosses attractions du parc, sauf Furious Baco ou Templo del Fuego, en coupe-file. Sachant que nous étions accompagnés de 2 personnes qui ne ridaient pas beaucoup, nous en avions le double et c'était tout bénef. Arrivé à l'hôtel Caribé à midi après 3 heures de route depuis les Pyrénées-Orientales, nous allons chercher nos billets et les réservations de nos chambres. Elles ne seront disponibles que dans l'après-midi, l'occasion pour nous d'aller faire un tour au parc qui souffle cette année ses 15 bougies. Une fois entrés, nous découvrons que PortAventura est conçu de façon assez originale. Pas de Main Street, mais une configuration circulaire commençant par le quartier méditerranéen qui abrite Furious Baco et à partir duquel nous pouvons apercevoir les cimes de Dragon Khan et de Huracan Condor. Ce qui peut paraître pénible, ce sont les très longues distances que l'on doit parcourir si l'on souhaite rider un point à un autre du parc. Seulement ici, ils se sont dit que placer quelques sentiers traversant le parc ne serait pas une mauvaise idée, et en effet, c'est plutôt une bonne idée. La première chose qui frappe en entrant dans PortAventura, c'est que le parc est très joli, avec une superbe déco et un gros souci du détail. Dès les premières secondes, ça en met plein la vue, et ça n'augure que du bon pour la suite. Après avoir constaté qu'il y avait 2h30 de queue pour Furious Baco et que les passes rapides n'y fonctionnaient pas, nous avançons dans le quartier polynésien, un quartier magnifique qui est d'ailleurs le plus beau du parc et un des plus beaux tout parcs confondus. Regardez-moi seulement l'intégration de ce bateau pirate et osez me dire que c'est pas absolument superbe. Bon, nous nous arrêtons pour manger dans le coin, pour pas trop cher, il y a de quoi se caler le ventre pour 3 jours et ça c'est franchement chouette. Après avoir graillé, c'est du côté de Sea Odyssey que nous sommes allés. Il s'agit d'un simulateur assez grand accueillant 80 passagers à chaque tour. D'accord, mais ça donne quoi? Une profonde merde. Le film sur lequel nous sommes tombés, et il y en a 2, n'est absolument pas raccord avec le thème. On a eu droit à un film avec un dinosaure découvrant la vie, paye ton Odyssée de la mer, hein, et les mouvements semblent totalement hasardeux, à oublier. La Polynésie renferme néanmoins des petites choses très sympathiques vers lesquelles nous reviendrons plus tard. Non mais vraiment, le parc est tout simplement superbe, même si du côté des westerns on tombe parfois dans un truc à la RCT3. Aussi c'est vraiment cool de croiser un espagnol qui vient vous voir parce que vous avez un t-shirt GF et qui se met à taper la discute avec vous dans un français approximatif à propos de parcs et de montagnes russes en soutenant qu'Expédition GeForce ça déchire. Comme quoi les coasters et les parcs d'attractions ça rapproche les peuples hein. Nous arrivons maintenant vers le quartier chinois, superbe, plus sobre et également très soigné. La végétation s'en imprègne comme si elle avait toujours été là.
Le quartier est dominé par un Dragon Khan placé en hauteur qui vous appelle et vous fait de l'œil irrésistiblement, mais je résisterai car nous sommes encore avec nos accompagnateurs et je vais rester avec eux avant d'aller me mettre la tête à l'envers avec madame. Donc ce faisant, nous riderons un coup Fu Manchu, les chaises volantes locales, avant de passer au Mexique et à El Diablo. Premier crédit, il était temps. Alors il s'agit d'un Mine Train Arrow, un peu brusque et au parcours inintéressant. Je n'ai jamais vu autant de lifts sur un layout aussi court. Si vous aimez les lifts, ce crédit est fait pour vous. Rien que sur cette photo, on en décompte 3, ça vous donne une idée du dynamisme de l'ensemble une fois à bord. Non, ce qui est intéressant là, vraiment, c'est la file d'attente du coaster. C'était Halloween, donc nécessairement, une montagne russe avec un nom pareil ne pouvait pas passer outre la farce. C'est donc avec un son de battement de cœur dans des enceintes que nous entrons par groupe dans une Terror House, passage obligé si l'on souhaite rejoindre la gare du Grand 8. Et à vrai dire, là-dedans, c'est pas mal du tout et bien plus intéressant que le crédit en lui-même. On ne voit pas à 1 mètre devant soi, il y a des mecs planqués partout, ça vous chope, vous saute dessus, bref, du bonheur. Faut le mériter son plus 1. Une fois posé les fesses dans le Grand 8, c'est d'un nul sans équivoque, mais le point de vue sur Dragon Khan vaut vraiment son pesant de cacahuètes, alors on se consolera avec ça. En sortant, nous tombons nez à nez avec l'impressionnante stature de Huracan Condor qui fout quelques frissons quand on contemple les ascensions et les chutes des nacelles, surtout en mode floorless. Huracan, c'est pas pour tout de suite, on va continuer à tourner et découvrir le parc. En 3 jours, il y aura bien le temps de faire ce qu'on veut. Ah, mais nous arrivons devant Templo del Fuego, et sachant que c'est familial, tout le monde me suit. L'heure de queue passe, et nous voilà qui entrons dans le temple du feu. Une fois la populace entrée, les portes se ferment et le spectacle peut commencer. Un aventurier faisant des blagues en espagnol découvre une porte permettant l'accès à une salle cachant un trésor inestimable. Mais celui-ci semble avoir réveillé la malédiction qui sévit en ces lieux. Pas découragé, il nous fait passer dans la pièce suivante. Une grande salle renfermant un grand point d'eau qui ceinture un hôtel accessible par des escaliers et sur lequel se trouve le trésor. Il va évidemment tenter de récupérer sa précieuse relique, ce qui ne semble pas plaire à tout le monde. Le temple semble rugir à ce moment, notre amateur d'Indiana Jones terrifié se barre et nous laisse ici comme des cons. La terre se met à trembler, du feu surgit des murs et du plafond, des pierres s'effondrent, l'eau face à nous bout et des squelettes en surgissent pour nous arriver à 1 mètre de la poire. Alors que dire, c'est court mais c'est superbe, et croyez-moi, cette attraction fait partie des immanquables de PortAventura. Du très très bon, on valide à 100%. Far West ensuite, avec Stampida, l'horrible Wooden, Grand Canyon Rapids, le raft qui ne mouille pas vraiment, et Silver River Flume, le flume qui mouille bien pour du Mac mais avec une eau particulièrement dégueulasse. Avant le topo sur ces attractions, je vous rappelle l'utilité des coupe-fils dans un gros parc à Halloween, parce que sans ça, je pense que ça aurait été absolument invivable, photo à l'appui. À la nuit tombée, vous aurez la possibilité de parcourir la Selva del Miedo, un parcours réputé dans ce parc durant Halloween, tout le quartier polynésien représentant une superficie 2 fois plus grande que celle d'Adventureland à Disneyland Paris est bouclé, pour laisser place à un gigantesque parcours horrifique, et ce dès 21h. On entre par groupe et c'est parti. Ça semblait être très bon, mais ma copine effrayée s'y est refusée. Et comme je ne voulais pas le faire tout seul, bon bah ce sera pour une prochaine fois. Tous teaser pour ça, non mais vraiment. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'accéder à cette zone pour tomber sur d'étranges énergumènes. Parlons maintenant de Dragon Khan si vous le voulez bien. Mais oui, vous le voulez bien. Nous y voilà, l'un des 5 sitting coasters BM construits à ce jour. La montagne russe que j'observe depuis 15 ans dans les journaux et sur internet. Je vais enfin la rider. Alors qu'en est-il ? Les trains sont toujours très confortables chez BM et ceux-ci ne dérogent pas à la règle. Dispatch. Nous voilà sur le lift de Dragon Khan, de nuit la première fois et à l'arrière, en regardant se profiler le circuit sur notre droite. Arrivé là, virage sur la droite et descente. Assez décevante cette descente, pas assez pentue, résultat 2 floatings sur 6 tours, dont 5 à l'arrière. Ensuite le vertical loop qui passe bien avec un bon hang time et de l'intensité à la fois. Dive loop sympa mais pas extraordinaire, je n'y ai pas trouvé le flottement escompté. Zero G roll très rapide et surprenant. Cobra roll très intense puis zone de frein. Floating à la sortie, le tout sur virage avec un loop très intense mais pas autant que les interlocking corkscrew à suivre. Pour ces 2 derniers, on a vraiment l'impression de ne faire qu'un avec le siège, voire d'être encastré dedans avec uniquement nos yeux restés à l'extérieur. Corkscrew donc très sauvage, bourré de G qui donne sur les freins de fin de parcours. Sur ces freins, il est vraiment nécessaire de prendre quelques secondes pour se rappeler où on est et comment on s'appelle, tant l'intensité a fait se propager notre sang un peu partout dans notre corps. La fin est encore plus intense que la dernière spirale de Monster, c'est dire. Bref, un peu déçu par la première moitié du parcours, mais passer le Zero G qui n'a de Zero G que le nom, ça déchire vraiment du cul.
Meilleur crédit du parc, à n'en pas douter. On poursuit avec Furious Baco. Ce coaster, c'est la bête noire du parc. Tomber en rade 5 fois en une journée, c'est quand même un peu lourd. Avec 2h45 de queue, ça l'est d'autant plus. Et c'est ce que nous avons fait pour pouvoir le rider de nuit la première fois. Pour les 55 secondes que dure le tour, ça fait quand même un peu mal au sgeg, hein. Alors une fois que nous nous mettons en place pour la frontline, c'est avec une attitude limite euphorique. D'ailleurs, l'embarquement est très marrant à l'avant. En effet, pendant que nous nous plaçons tranquillement, abaissant notre harnais et clipsant la ceinture, nous avons une vue directe et dégagée sur le train d'en face, à peine à une quinzaine de mètres devant nous, dans la zone de launch. Et le voir partir à pleine blinde alors qu'il est si proche, c'est franchement marrant. Mais là, c'est à notre tour. Le train avance pour se placer dans la dite zone et un pré-show se met en place. Un putain de singe vient péter la machine du viticulteur qui ramasse son pinard, ce qui a pour effet d'inonder le laboratoire de vinasse. Et tout à coup, tout devient silencieux. Et v'lan 135 km/h en 3 secondes dans la gueule pour un launch un peu incliné en hauteur qui arrache vraiment. La descente en bout de launch produit un très bel airtime mais complètement haché par la vibration à la limite du supportable du train. Et encore, j'étais devant, j'avais laissé les places intérieures à ma copine par politesse. Le circuit en 8 n'est pas très intéressant si ce n'est ce passage à fond les ballons dans un tunnel, et en étant sur les côtés ça produit son petit effet, et l'inline twist assez sympa. Suivi du passage au-dessus du lac, lui aussi planant, puis nous sommes déjà sur les freins de fin de parcours. Alors certes, il y a d'énormes vibrations, certes le circuit est foutrement banal, mais le launch est tellement bon que le coaster en devient assez amusant, sous réserve de se placer au premier rang. Du moins jusqu'à la première descente, après c'est déjà plus chaotique, mais surtout je ne le dirai jamais assez, mettez-vous à l'avant. À l'arrière, ça doit être un véritable supplice. En parlant de machine de torture, la palme revient ici à Stampida. Bordel de nom de Dieu, de double la biroute pas en l'air que même si c'était un gosse. Voilà comment caractériser de la façon la plus noble qui soit cette de Stampida. Jamais je n'ai autant juré dans un coaster que ce jour-là. Je le haïssais. Je voulais qu'il souffre, le brûler dans la nuit, lui faire du mal. Ce coaster, c'est une horreur sans précédent. Du genre Anacondas et Expédition GeForce à côté. Commençons par les trains Comeback dessinés par le petit-fils d'un bourreau hollandais avec un habitacle favorisant les fractures du tibia et des côtes à chaque virage, des lap-bars vous déchirant les cuisses et des vibrations à faire pâlir de honte les mecs d'Intamin quand ils veulent créer un vibrocoaster tel que Furious Baco. Le plus dommage dans l'affaire, c'est que les deux parcours de ce dueling sont pas mal dessinés et pourraient être vraiment sympas. Mais là, non, c'est le top du zéro pour ne pas dire le plus mauvais coaster que j'ai ridé à ce jour. Je préfère même une pomme dans laquelle on ne souffre pas. Pourquoi n'ont-ils pas gardé les trains CCI d'origine? Bon, avant de m'énerver davantage, allons donc nous calmer sur Tomahawk, un Wooden Junior situé juste à côté de Stampida, où on n'a presque pas de place pour mettre les gambettes, poussif et vibrant, et au parcours n'ayant d'intérêt que l'interaction avec celui de Stampida. Bref, passons, et accessoirement, ça fait toujours plus simple. Concernant Tami Tami, celui-ci était fermé pour le visiteur, construction de Sesame Street oblige. Le plus sain, ce ne sera pas pour cette année, mais de toute façon, on reviendra. Restait donc Tutuki Splash, un Spielwater 20 de nos amis suisses d'Intamin qui mouille bien comme il faut, mais à la grotte au chewing-gum qu'il serait bien de nettoyer. Si ça s'appelle Tutuki Splash, c'est pas galvaudé, c'est bel et bien parce qu'il y a un sacré splash et qu'on se prend une méchante vague sur la figure, en atteste cette photo. Puis il y a aussi des flats sans intérêt du type Volpayouté, un flipper au ralenti de chez Us, avec son habitacle inconfortable qui augure bien de l'horreur que doit être ce type d'attraction dans une fête foraine lorsqu'il est poussé à pleine blinde, et de Serpiente Emplumada, un sombrero Gerschlauer que l'on n'a pas fait, et d'un breakdance. Ajoutez à cela une tripotée d'attractions pour enfants et le compte est bon. Mais attendez, je parle des flats inutiles, mais je vous entends dire Huracan Condor. Alors, cette Giant Drop Intamin propose une chute de 88 mètres avec la possibilité de prendre place à bord de Nacelle Floorless. Et pour avoir testé les deux, la Floorless est évidemment la meilleure et offre un bon lot de sensations qui ne brise pas les burnes même si c'est de courte durée. Cette attraction, c'est du pur bonheur, même si j'y suis allé seul étant donné que ma copine redoute les tours de chute libre. Toutefois, côté opération, pour mon premier tour, c'était vraiment une galère. 2 nacelles fonctionnaient sur les 5 à cause du vent et pour 6 personnes dans la file single rider, j'ai mis à peu près 2 heures avant d'embarquer. Malgré le monde, PortAventura reste un très bon parc et le séjour dans l'hôtel Caribé est à recommander. Silencieux, aux chambres spacieuses et aux lits démesurés, le tout avec une vue sur Huracan Condor qui dépasse de la cime des arbres. En fait, le parc manque vraiment de dark ride ou d'attractions familiales comme on en trouve à Efteling, Europa Park ou Disney, le gros point noir restant les opérations excessivement mauvaises et laborieuses qui auraient sûrement porté un gros coup à ce séjour si je n'avais pas eu les coupes-fils. Au-delà de ça, cette visite était tout bonnement géniale et je recommande ce parc à quiconque ne l'a
n'a pas encore visité, très animé et vivant, avec de très bonnes attractions comme Dragon Khan, Huracan Condor ou Templo del Fuego, il n'est pas possible de s'y ennuyer un seul instant. Effectivement, on a passé un très bon séjour, il y a quand même des machines qui valent carrément le déplacement, un Dragon Khan qui est quand même très intense, c'est de la machine old school, c'est absolument excellent à faire. On en prend plein la tronche tout du long, ça ramone, on en sort complètement lessivé. Pareil, Huracan Condor, cette tour de chute libre, c'est vraiment excellent, c'est assez impressionnant une fois qu'on est dedans, et je pense qu'il y en a 2-3 qui vont se faire dessus. Le Templo del Fuego, qui là, même si c'est court, ça reste vraiment familial, c'est accessible à tout le monde et on en prend plein la vue, c'est vachement bien foutu. Furious Baco, je sais pas si je peux l'ajouter dans les vraiment bonnes attractions, parce que ça dépend tellement de la localisation dans le train où on se situe que le tour peut être complètement différent d'une place à l'autre. On peut vivre un instant très sympa, notamment quand on est sur les places avant intérieures, là c'est vraiment chouette. Par contre, si on va sur l'extérieur et à l'arrière du train, c'est un calvaire total, c'est l'enfer. Dans le genre enfer, il y a aussi Stampida, alors je sais pas s'ils ont réussi à améliorer le truc, parce que je crois qu'il y a eu quelques retracking et tout, mais en 2010, avec les trains Kumbak et l'ancienneté du ride, putain quel enfer. Je parlais de période transitoire en introduction, vous voyez que le parc a vachement changé quand même depuis 2010, hein, notamment de voir Dragon Khan tout seul là sur sa colline, ça fait vachement drôle maintenant qu'il y a Shambhala juste derrière. Il y a l'arrivée aussi du parc Ferrari avec Red Force qui culmine dans le ciel, à cette époque il n'y avait pas tout ça. Des arguments qui justifient complètement la visite du parc, surtout si vous ne l'avez jamais visité, le seul point noir et qui réside encore aujourd'hui ce sont les opérations, à ce niveau là c'est une catastrophe totale. En fait ils savent juste pas gérer un parc et optimiser l'expérience visiteurs. Là, au contraire, ils font quand même rager pas mal de fois, donc faut vraiment choisir ses dates. La dernière fois qu'on y est allé, c'était en juin 2012, l'année d'ouverture de Shambhala, et le parc était absolument blindé. Je me souviens qu'en 2012, on était donc dans la file d'attente de Dragon Khan qui était absolument remplie. Il y avait 1 heure d'annoncé à l'entrée de la file, au final on aura attendu 3 heures parce qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y avait qu'un seul train sur le ride. On sent qu'il faut faire profit sur profit sur profit, il n'y a pas de petites économies, au risque de détériorer l'expérience des visiteurs, et effectivement elle en prend un sacré coup dans la gueule. Là on est donc sur des opérations de type, il y a beaucoup de monde dans le parc, je vais mettre un train sur toutes les attractions, et de trucs du genre, tu veux faire le premier rang, il va falloir payer en plus pour faire le premier rang. Bon, des trucs absolument délirants comme ça qui peuvent faire vivre un enfer à des visiteurs si en plus vous choisissez mal vos dates, parce que si vous y allez un jour blindé, croyez-moi, ça va être coupe-fil obligatoire, et même avec les coupe-fils, il risque d'y avoir de l'attente. Donc voilà, soyez très attentifs à vos choix de dates. PortAventura, c'est un très bon parc, mais qui doit obligatoirement se visiter pendant les périodes creuses, et il faut se renseigner pour savoir quelles elles sont. Mais PortAventura, j'insiste, c'est un parc qui vaut carrément le coup. D'ailleurs, si vous avez visité le parc et que vous avez un avis un petit peu divergent sur le parc en lui-même ou sur une attraction, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça pourra intéresser les gens qui l'ont jamais visité et qui s'apprêtent à le visiter. D'ailleurs, vous remarquez que déjà en 2010, alors que c'était une période transitoire, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'adage dans tous mes trip reports rétrospectifs, en 2010 il était déjà intéressant, alors maintenant avec tous les ajouts qu'il y a eu, il vaut vraiment le coup ce parc, il faut absolument y aller. Bon, en attendant, je suis absolument désolé, moi je suis vraiment malade comme un chien et j'espère que ça s'est pas trop ressenti, notamment dans le ton que j'emploie, parce que là, ouais, je fais vraiment le maximum pour pouvoir paraître convenable devant l'écran. En attendant, si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous a plu, ou si vous connaissez déjà la chaîne, que vous avez déjà vu du contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que évidemment c'est encourageant pour moi, ça fait plaisir. Et concernant les abonnés, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.